Merci beaucoup Ange. Donc oui, effectivement, on est en train d'enregistrer. Donc voilà, si vous avez pas envie de partager ni vidéo ni son, bah, c'est le moment de le couper. Donc je suis Mathieu Stein, je serai le référent du coup pour la communication autour des projets s'aventuriers et des défis pour cette année scolaire avec la FPER. Voilà, donc un plaisir de travailler avec eux. Et donc moi je suis enseignant de SVT en collège-lycée sur l'Académie de Lyon. Voilà, et donc ça fait quelques années que je participe avec les aventuriers aux défis et aux différents projets. Et donc cette année, s'il y a besoin d'un coup de main là-dessus, je serai votre interlocuteur pour vous aider là-dedans. Voilà. Et on a Stéphane qui est avec nous, donc je te laisse te présenter aussi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Stéphane Debove, je suis médiateur scientifique et c'est moi qui ai contribué cette année à la création de tous les défis que je vais vous présenter. Création qui s'est faite en collaboration avec un paquet de chercheurs et de chercheuses. Voilà. Donc on vous rappelle que tout ce qui est donc au niveau de la rentrée en sciences, voilà, donc vous avez donc les défis qui vous proposent de transformer votre classe pendant 3 à 5 heures en mini laboratoire avec donc une mission qui est de répondre à une question qui est lancée par un chercheur. Et donc ces défis adoptent la démarche de l'éducation par la recherche qui est la base des projets s'aventuriers, mais dans un format beaucoup plus court pour sensibiliser les élèves à la démarche scientifique, éveiller leur esprit critique et découvrir un champ scientifique particulier en fonction donc de la problématique que vous allez choisir parmi les différents projets qui vous sont proposés. Alors, comment est-ce que fonctionne un défi? Donc un défi, ça fonctionne avec donc une vidéo d'introduction qui présente donc le scientifique qui a proposé la problématique, ainsi que le défi en lui-même. Vous avez ensuite un support pédagogique qu'on pourra peut-être vous montrer un petit peu après une fois que Stéphane aura présenté les différents défis. Euh, et vous avez du coup un apport aussi scientifique pour vous aider à construire vos différentes séances. Et enfin, un canevas de poster de conférence pour le travail de restitution de la part des élèves. Stéphane, je te laisse présenter les différents défis qu'on peut avoir cette année, s'il te plaît. Oui, alors il y a des gens qui parlaient de problèmes d'image et de son dans le chat. Je ne sais pas si on s'assure que tout va bien ou si c'est des cas isolés. Ah, est-ce qu'il y a des petits problèmes de son particuliers? Ok, ça a l'air d'aller en général. Ouais. Ok. Pour ce qui est de la présentation, il y en a qui demandaient, je vous proposerai de la mettre à la fin. Donc directement via le chat, vous pourrez récupérer la présentation. Mais c'est vraiment pas ce qui est le plus urgent, je pense, sur ce moment-là. Ok, tout a l'air de bien aller. Donc, je vais vous présenter les défis. Alors, je vais être obligé de passer assez vite sur l'ensemble des défis. Je m'en excuse par avance. En réalité, moi, je pourrais vous parler de chacun des défis pendant plus d'une heure, mais aujourd'hui, ce n'est pas le but. Aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur les enjeux scientifiques de chacun des défis, les concepts scientifiques qu'on a essayé de faire passer et les méthodologies à un niveau assez abstrait que les élèves vont utiliser. Alors, et oui, et puis on gardera un temps à la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez garder toutes vos questions pour la fin. On a réservé un petit temps pour y répondre. Le premier défi qu'on vous propose cette année, c'est de quoi se compose l'atmosphère des exoplanètes. C'est un défi qui a été proposé par Camilla Danielski de l'Institut d'astrophysique d'Andalousie. Et dans ce défi, on va essayer de faire comprendre aux enfants, aux élèves, comment il est possible d'étudier les objets qui sont très loin dans l'univers, donc en l'occurrence les exoplanètes.
Et comment on fait ça? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle en science la modélisation. Là, en particulier, la modélisation en créant des maquettes. Les élèves vont devoir créer des maquettes d'exoplanètes avec des matériaux simples, hein, du papier, des plastiques translucides, etc. Et ils devront éclairer ces maquettes avec des ampoules de couleurs différentes et observer la couleur qui résulte du passage de la lumière dans la maquette. Si vous choisissez ce défi, vous aborderez donc le domaine de l'astronomie et de l'étude des exoplanètes en particulier. Et d'un point de vue méthodologie, vous aborderez la question de la modélisation, c'est-à-dire, comme je le disais, comment est-ce qu'on fait pour étudier des phénomènes très lointains sur Terre en laboratoire. Deuxième défi, comment se représenter les très très grands nombres. Ça, c'est un défi de mathématiques qui a été proposé par Laure de Saint-Raymond de l'ENS Lyon. Et dans ce défi, on veut essayer de donner aux élèves une introduction à la croissance exponentielle. Alors bien sûr, on ne leur balance pas ce terme comme ça, mais on veut essayer de leur faire comprendre comment une petite quantité peut rapidement devenir très grande, rien que par le biais de la multiplication. Et on veut en particulier leur parler de puissance de 2, appliquée à un contexte réel qui est une expérience de pensée assez connue en mathématiques, que nous, on a transformée en expérience réelle. L'expérience, c'est juste de placer des graines de lentilles sur un échiquier en doublant le nombre à chaque case. Donc, par exemple, vous allez poser une lentille sur la première case, 2 lentilles sur la deuxième, 4 sur la suivante, 8 ensuite, etc. Et la question qu'on pose aux élèves, c'est combien de lentilles vous pensez qu'on va devoir poser sur la 10e case, 15e case, 20e case, etc. Et quand on fait cette expérience, en général, on a tendance à largement sous-estimer le nombre de lentilles qui sont nécessaires, ce qui devrait donc permettre aux élèves de se rendre compte que ce qu'on appelle les grands nombres ou les très grands nombres n'ont absolument rien d'intuitif et qu'on a donc besoin d'outils mathématiques particuliers pour se les représenter. Donc, si vous choisissez ce défi, vous aborderez, comme je le disais, la notion de croissance exponentielle et vous pourrez aussi travailler vos conversions d'unités, puisqu'on a ajouté quelques questions sur comment convertir des kilos de lentilles en lentilles ou en tonnes de lentilles. Troisième défi, quels niveaux de vie sont soutenables pour 2050? C'est un défi proposé par Kylian Rouge, Julia Perret, Gabriele Dabagian du CIRED, CNRS, AgroParisTech, ENPC, CIRAD, EHESS. Ça fait beaucoup de lettres. Et c'est une nouvelle fois un défi modélisation, mais pas modélisation par des maquettes comme dans le premier défi. Cette fois-ci, c'est modélisation purement informatique. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on voudrait que les élèves arrivent à explorer les liens qui existent entre nos modes de vie et leurs impacts sur la planète. Et pour faire ça, on va leur faire manipuler un modèle informatique qui est le modèle World 3, qui a été développé dans les années 1970 et qui est en fait un des premiers modèles qu'on a développé pour essayer de comprendre sur quelle trajectoire on engageait notre planète. Et donc on espère qu'en interagissant avec ce modèle qui sera disponible en ligne, les élèves arriveront à évaluer les conséquences de différents choix politiques sur des indicateurs comme la population, les ressources, la pollution, l'espérance de vie, le bien-être humain, etc., etc. Si vous choisissez ce défi, vous pourrez donc aborder avec vos élèves la question de la modélisation scientifique, la notion de système complexe, c'est-à-dire comment différents éléments interagissent entre eux de façon complexe et se renforcent dans des boucles de rétroaction. Et puis, vous pourrez leur parler un petit peu d'environnement, de durabilité, ce que ça veut dire vivre de manière durable. Quatrième défi, comment estimer l'artificialisation d'une commune? Ça, c'est un défi plutôt de géographie proposé par Eulalie Saïssé de Sciences Po et du CIRED. Entrez. C'est pour vous dire, je ne sais pas si vous allez partir un peu moins. Oui. Je vais manger. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, je pense. C'est bon, c'est coupé. Non. Hop, je continue. Donc cette fois-ci, dans ce défi de géographie, on veut demander aux élèves de comparer des images satellites et des cartes historiques entre 1965 et 2025. Et le but, ça va être d'essayer d'identifier et de quantifier les zones où la nature a été remplacée par des infrastructures, des routes, des constructions, du béton et du goudron en général. Et vous pouvez faire cette activité soit en utilisant les cartes qu'on vous fournit dans la ressource pédagogique, soit vous pouvez aller directement sur le site de l'IGN
puisque l'IGN a fait un très bon boulot et propose un site qui s'appelle, je crois, remonterletemps.ign.fr, sur lequel vous pouvez directement comparer les cartes de différentes époques. Et surtout, si vous faites ça, vous pourrez travailler sur des cartes de votre propre région, de votre propre ville. Donc, ça sera peut-être plus motivant pour les élèves. Si vous choisissez ce défi, les grandes notions et concepts scientifiques abordés, ça va être bien sûr l'artificialisation des sols et l'étalement urbain. Et d'un point de vue méthodologie, vous allez pouvoir parler à vos élèves de télédétection, comment on fait pour interpréter des images satellites, des cartes. Vous allez pouvoir les former à la mesure de surface. Donc, si jamais vous voulez faire un peu de géométrie, c'est un très bon défi pour ça, parce qu'il faut estimer les aires en calculant la surface de polygones, de rectangles, etc. Et vous pourrez aussi leur parler un petit peu d'analyse temporelle, comment on fait pour comparer des données sur plusieurs décennies. 5e défi, comment déterminer la qualité d'un sol en comptant ses vers de terre, un défi qui nous est proposé par Clément Boyer du CIRED Dauphine PSL. Alors dans ce défi, on reprend une expérience de sciences participatives classique, enfin en tout cas que vous connaissez peut-être parce qu'elle existe depuis plusieurs années. Et cette expérience, elle consiste à utiliser une solution d'eau et de moutarde pour faire remonter des vers de terre à la surface d'un sol. Et les élèves doivent ensuite compter les vers de terre. Et si jamais vous avez le temps, vous pouvez également identifier les différents types, mais c'est un peu plus complexe. Et sur la base de ce comptage, le but, c'est d'évaluer la qualité du sol. Si vous réalisez ce défi, vous allez parler avec vos élèves d'indicateurs biologiques, c'est-à-dire comment certaines espèces peuvent renseigner sur la qualité d'un environnement. Vous allez leur parler évidemment de vers de terre en particulier, qui sont des très bons indicateurs de fertilité et de structure des sols. Vous parlerez plus globalement d'interaction entre êtres vivants et milieux. Et d'un point de vue méthodologique, ce sera les méthodes scientifiques classiques qu'on étudie très souvent quand on fait de la biologie, qui sont l'observation, la mesure et le comptage. Défi suivant, comment savoir ce qui marche vraiment pour lutter contre le changement climatique? Ça, c'est un défi proposé par Mélusine Boonfaller du Centre de recherche sur les inégalités sociales de Sciences Po. C'est un défi plutôt psychologie, celui-là, ou en tout cas sciences comportementales, dans lequel on demande aux élèves de réfléchir à l'efficacité de différentes interventions comportementales en matière de lutte contre le changement climatique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par intervention comportementale? Par exemple, vous allez faire lire à des gens des petits récits des catastrophes naturelles qui pourraient se passer en 2050 si jamais on ne faisait rien. Et vous allez voir ensuite, vous allez essayer de mesurer si ça va changer leur croyance sur la réalité du changement climatique ou si ça va changer leur comportement. Et donc, le but de ce défi, ça va être de mettre les élèves dans la situation de chercheurs qui doivent justement imaginer des interventions comportementales et non seulement imaginer des interventions, mais essayer de prédire en amont leur efficacité. Si vous faites ce défi, vous allez donc aborder les concepts scientifiques de changement climatique, vous allez leur parler de ce qu'est une intervention comportementale, vous allez parler de politique publique basée sur des preuves, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. La raison pour laquelle ces chercheurs font ces recherches, c'est qu'ils essaient de faire en sorte que les politiques publiques, avant qu'elles soient lancées à large échelle, soient testées rigoureusement et scientifiquement. Vous pourrez parler à vos élèves de psychologie, par exemple de différences entre croyances et comportements. Et de façon plus générale, vous leur parlerez de la complexité du comportement humain, puisque si vous faites ce défi, vous vous rendrez compte que toutes les interventions ne marchent pas de la même manière sur tout le monde. Défi suivant, comment livrer un colis sur la Lune sans l'endommager? Un défi proposé par Roland Lehoucq du Commissariat à l'énergie atomique. L'idée de ce défi, c'est de se dire que peut-être d'ici quelques années, les humains vont retourner sur la Lune pour y construire une base. Et si jamais on fait ça, il faudra évidemment trouver un moyen de ravitailler cette base. Et ce ravitaillement peut se faire par l'intermédiaire de modules qui sont lâchés depuis l'espace. Et donc la question qu'on va poser aux enfants, c'est comment faire pour que ces modules atterrissent sans endommager leur contenu? Donc c'est un défi plutôt d'ingénierie qui va laisser libre cours à l'imagination des enfants. Il y a vraiment plusieurs solutions qui peuvent être apportées, mais nous, en tout cas le chercheur Roland Lehoucq, essaie de guider les enfants vers la création d'un amortisseur qui utilise un principe physique qu'on appelle le principe d'inertie. Et l'expérience sera probablement assez rigolote, puisque concrètement, ce qu'on demande à faire aux élèves, c'est de lâcher une boîte d'allumettes d'une hauteur de 40 à 50 cm
pour qu'elle tombe sur son plus petit côté et qu'elle reste stable sur son plus petit côté. Donc voilà tout le but, essayer de faire tomber une boîte d'allumettes sur son plus petit côté. Si vous choisissez ce défi, vous allez parler à vos élèves, bien sûr, d'exploration spatiale. Vous allez leur parler de l'importance de l'ingénierie pour réaliser cette exploration. D'un point de vue concept scientifique, vous pourrez leur parler de gravité, des notions d'impact et d'amortissement. Et d'un point de vue plus méthodologique, vous leur parlerez de l'importance de l'itération dans la démarche scientifique, puisque pour réaliser ce défi, c'est probable que les élèves vont d'abord commencer par échouer des dizaines de fois avant de tomber sur une solution satisfaisante. Or, l'échec est évidemment un principe important dans la recherche scientifique. Défi suivant, les aliments ont-ils le même goût tout le temps pour tout le monde? Ça, c'est un défi plutôt de chimie et de biologie qui est proposé par Claire Demarche de l'Institut de chimie des substances naturelles du CNRS. Dans ce défi, on veut simplement parler de perception sensorielle et de variabilité de cette perception. On veut faire prendre conscience aux enfants que notre expérience des aliments varie au cours du temps en fonction de différents facteurs, donc à la fois des facteurs environnementaux, par exemple ce que vous venez de manger juste avant, mais aussi en fonction de facteurs génétiques. Donc certaines personnes ne ressentent pas les mêmes goûts, par exemple, à cause de particularités génétiques. Et dans ce défi, on voudrait que les élèves étudient cette question à travers une expérience qu'ils devraient trouver plutôt plaisante, puisqu'il s'agira de goûter des bonbons dans différentes situations. Donc, par exemple, tout simplement en se bouchant le nez, goûter un bonbon en se bouchant le nez va transformer la perception du goût, mais ça pourrait être également après avoir mangé un aliment qui est connu pour modifier les goûts, comme la plante qu'on appelle le Gymnema sylvestre. Si vous faites ce défi, vous parlerez du concept scientifique de perception sensorielle, vous parlerez de la distinction entre les goûts et les odeurs, et puis vous pourrez aborder surtout la question de la variabilité interindividuelle dans la perception sensorielle. L'avant-dernier défi, pourquoi toutes les cellules de notre corps ne se ressemblent pas? Ça, c'est un défi de génétique qui est proposé par Djihad Hadjadj de l'Institut Cochin à l'Université Paris-Cité. Alors, défi génétique, mais qui se fait entièrement sur document. Vous n'avez pas de matériel particulier à acheter pour réaliser ce défi. Et la question qu'on pose aux élèves, c'est pourquoi toutes les cellules de notre corps ne se ressemblent pas alors qu'elles partagent toutes le même ADN et qu'elles sont toutes issues de la même cellule souche? Et la réponse à cette question tient dans un concept qu'on appelle l'expression différentielle en génétique, c'est-à-dire qu'en fonction de sa place dans l'organisme et de l'organisme dans lequel elle se trouve, chaque cellule va activer ou désactiver certains gènes, ce qui va lui conférer des caractéristiques uniques. Et donc, comme je vous disais, pour faire ce défi, c'est entièrement sur document. Chaque élève ou chaque groupe d'élèves se verra remettre un profil d'expression cellulaire. Et à tour de rôle, les élèves ou les groupes d'élèves devront venir au tableau pour coller des post-it en fonction de si un certain gène est activé ou désactivé dans leurs cellules. Si vous faites ce défi, vous pourrez donc parler d'organisation du vivant, faire comprendre aux élèves que tous les êtres vivants sont constitués de cellules qui s'organisent en tissus, en organes, en systèmes. Vous pourrez leur parler d'expression de gènes et de spécialisation cellulaire, et vous pourrez leur parler également de l'importance des gènes dans la santé et dans les maladies, puisque un des profils d'expression qu'on leur fournit est un profil d'expression d'une cellule cancéreuse. Et j'en termine avec le dernier défi pour cette année qui s'intitule « Comment réduire la distance parcourue par notre nourriture ?» qui a été proposé par Justine Faure et Lucille Montagne de l'Institut Agro à l'INRAE. Et cette fois-ci, on veut que les élèves se questionnent sur l'origine des aliments qu'ils mangent. Est-ce qu'ils sont produits localement ou est-ce qu'ils viennent de l'autre bout du monde? Et si jamais ils viennent de l'autre bout du monde, est-ce que c'est possible de réduire cette distance? Donc très concrètement, ce que les élèves devront faire, c'est analyser l'origine de différents aliments qu'ils auront mangés, par exemple à la cantine ou bien chez eux, et essayer d'évaluer s'il est possible de s'approvisionner en ces mêmes aliments, mais à des sources qui sont moins éloignées géographiquement, donc qui sont situées autour de 30, 40, 50 km autour du domicile. Et si vous choisissez ce défi, donc vous pourrez parler à vos élèves de l'origine des aliments, vous pourrez leur parler des notions de chaîne de valeur et de circuit court, circuit local, vous pourrez parler d'impact environnemental des transports, vous pourrez leur parler d'alimentation équilibrée et de saisonnalité des produits, parce qu'on a quelques questions sur ces aspects précisément.
Et si vous avez le temps, enfin, vous pourrez leur parler un petit peu d'allocation des surfaces agricoles, comment on doit utiliser les terres et quel choix de production on doit faire en fonction des besoins locaux. Voilà pour les 10 défis de cette année. Donc, comme je vous disais, je suis passé assez vite. Évidemment, dans les ressources pédagogiques que vous pourrez télécharger, il y a beaucoup plus de détails. Et puis, si jamais je suis disponible, on est disponible pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, si vous avez quelques petites questions sur les défis, on y répondra juste après. Juste pour vous rappeler également que, en plus de ces défis, donc vous avez normalement pris une inscription durant les mois d'été à ces différents défis. Vous allez du coup, vous avez dû recevoir un lien qui vous donne accès donc à un drive avec les différents défis et leur présentation. Et donc aujourd'hui, on est sur le webinaire de la rentrée en sciences et vous pourrez du coup commencer dès le 1er septembre avec vos différentes classes. En plus de ça, donc les aventuriers proposent aussi les projets plus classiques, voilà, donc qui sont ouverts comme d'habitude à tous les niveaux scolaires, qui sont beaucoup plus longs, donc en moyenne 10 à 14 séances. Et donc vous avez toujours les 9 thématiques qui sont possibles, un mentor qu'on apparie par classe dans la mesure du possible, et si vous le souhaitez, et donc nous on vient en soutien donc, pour vous aider, vous accompagner, vous donner la communication avec donc les mentors, les ressources et les différentes méthodes que vous pourriez avoir là-dessus, dont vous pourriez avoir besoin sur ces différents éléments. Voilà. Ange, est-ce qu'on passerait pas directement aux questions? Oui, avec plaisir, d'autant que déjà, je essayais de répondre aux questions qui sont dans le chat. Excusez-moi. Et beaucoup me demandent et qui n'ont pas reçu le document pour s'inscrire. Qu'est-ce que vous entendez? Vous n'avez pas reçu le lien, vous n'avez pas reçu les contenus. Je n'ai rien reçu, moi non plus, je n'ai pas bien reçu le lien. Enfin voilà, j'ai beaucoup de messages de cet ordre. Je n'ai rien, c'est uniquement un lien vers le webinaire. Est-ce possible que je ne sois pas inscrite qu'au projet S'aventurer? Je n'ai pas reçu. Enfin voilà. Ce qu'on vous propose, c'est de vous renvoyer le lien de téléchargement à tous ceux qui sont présents. Comme ça, on Voilà. est sûr qu'il n'y a personne qui n'est pas. Je n'ai pas reçu le lien vers le drive. Enfin, voilà. Donc visiblement, on vous enverra à tous le lien à nouveau après le webinaire. Voilà, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un envoi de la rediffusion du webinaire et on vous mettra aussi du coup le lien directement des différents défis. Comme ça, vous avez les deux ensemble. Pour ceux qui ne pouvaient pas être là, ils auront la rediffusion et les ressources en même temps. Ensuite, on a des questions. Si je remonte le chat parce que comme il y a beaucoup Mhm. de messages, je vous rappelle que j'ai épinglé en haut que malheureusement la visio sera terminée automatiquement vers midi 15 parce que c'est un paramètre. On vient de se rendre compte qu'il y a des centaines de personnes qui sont restées en dehors de webinaire. Nous sommes désolés parce qu'on a atteint la capacité maximale d'accueil de participants. Désolé. Et donc, c'est 1 heure pour tant de participants et Google va nous arrêter. Donc, voilà. Comptage. Alors, on a des questions. Qu'est-ce qui serait mieux pour des CP, C1, c'est ça? Je dirais, qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Alors, globalement, tout ce qui a été identifié comme étant du coup sur l'élémentaire, donc au fur et à mesure de la présentation de Stéphane, normalement, je vous ai mis dans le chat les différents niveaux sur lesquels on avait conseillé les différents défis. Donc après, à voir en fonction des différentes disciplines sur lesquelles vous avez un petit peu plus envie de vous axer. Comme l'a dit Stéphane, on a des défis qui sont autant des défis de chimie que des défis un petit peu plus de biologie ou d'histoire et de géographie. Donc là, ça va être vraiment en fonction de vous. Dans tous les cas, en fait, si je peux rapidement vous présenter un défi, quand vous allez les ouvrir, ça va ressembler à peu près à ça. Donc vous allez avoir votre problématique et puis du coup vous avez le niveau qui est indiqué en bas à gauche. Donc vous allez pouvoir assez facilement voir quel est le niveau que nous avons conseillé pour ce défi-là. Et puis ensuite
vous avez donc, comme on l'a dit, les contributeurs, la table des matières avec donc une présentation vidéo que vous pouvez lancer, les grandes notions que vous avez, et ensuite, donc là, c'est la démarche scientifique qu'on vous rappelle. Pour ceux qui posaient la question de la restitution, donc nous, on conseille toujours la restitution par poster, donc un mini poster où vous avez du coup les ressources à la fin, avec la fameuse publication des résultats dans la classe. On n'a pas de publication attendue de notre côté par rapport à ce qui était demandé. Il n'y a pas de calendrier non plus précis. Vous faites vraiment ça comme vous l'entendez dans votre classe au moment où aussi ça va être le plus propice pour vous. Donc voilà là-dessus. Et après, si vous avez envie de nous communiquer les posters qui ont été faits par les classes, etc., pour que nous, derrière, on puisse aussi montrer ce que ça donne aux prochains collègues, ce sera avec grand plaisir. Donc, N'hésitez pas pour les questions. Il y a des personnes qui ont levé la main. Allez-y. Euh, Si lors de l'inscription, j'ai coché plusieurs cases, mais que je ne réalise pas à tous les défis, non, pas du tout. C'est pas obligatoire. On peut aussi prendre le temps de découvrir plusieurs défis et trouver celui avec lequel on a plus d'affinité. Moi, je dirais par exemple pour des CPCE1, le chemin des aliments, c'est quelque chose de simple. Le comptage des vers de terre, c'est également quelque chose de simple. Donc, prenez le temps pour voir vos élèves, si vous les connaissez a priori ou pas du tout, et de ce qui est adapté à vous. Donc, vous pouvez même les télécharger tous à la limite et non en utiliser. Et sachez que c'est des défis pour la rentrée en sciences, mais si à un moment, au courant de l'année, vous avez envie, vos élèves ont grandi, vous avez avancé dans le programme, il y a d'autres notions, n'hésitez pas, ce sont des ressources qui sont mises à votre disposition, que vous avez entre les mains, à les mobiliser à tout moment de l'année scolaire. voilà. Euh, Oh oui, tout à fait. Donc, Caroline, oui, tout à fait, de programmer, mais bien sûr, c'est un plaisir pour nous de lancer l'année sous les auspices des sciences, mais tout à fait. Ensuite, Notamment pour les vers de terre, puisque du coup il y avait quelques questions là-dessus aussi qui sont apparues par mail. Effectivement, si là à la rentrée, si vous avez des problèmes de sécheresse, bien évidemment que la problématique, vous n'allez peut-être pas pouvoir la traiter pleinement et vous n'allez pas pouvoir faire forcément l'expérimentation telle qu'elle est précisée. Mais si un peu plus tard dans l'année, vous voyez que le sol s'est regorgé et vous permettra de faire du comptage. Profitez-en à ce moment-là si vous avez envie de faire ce défi-là en particulier. alors, on a des questions, c'est est-ce qu'on peut échanger avec les chercheurs avant, pendant ou après les séances avec les élèves? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas prévu cette année-là, parce que c'est la première année vraiment d'expérimentation à grande échelle, mais c'est une demande récurrente et j'espère que pour la rentrée prochaine, c'est quelque chose que nous ferons sans faute. Pour faire un retour, si oui, et à qui et sous quelle forme? Alors là, vous pouvez nous faire un retour auprès de vos collègues, des parents d'élèves, mais également à nous. Et si vous le souhaitez, on peut les valoriser sur notre site, ce qu'on a vraiment l'intention de faire, et éventuellement envoyer vos posters aux chercheurs. Si, et c'est pour ceux qui le souhaitent, les rendus des élèves, on peut les envoyer aux chercheurs auteurs des défis. Et on verra, on ne peut pas s'engager à leur place pour faire un retour aux classes, mais peut-être qu'ils le feront. Combien de temps pour réaliser un défi? En général, on essaye de ne pas dépasser les quelques heures par défi. Nous, on dit en moyenne 3 à 6 heures. Il y en a certains qui iront plus vite, d'autres un peu plus longtemps, mais clairement, ce n'est pas quelque chose qui vous prendra, dans l'idéal, entre une demi-journée, voire moins, et maximum une journée, soit en une fois, soit en deux fois. Enfin, pour les petits, pour les grands, c'est plus concentré. C'est donc possible de programmer. Je descends, je descends. En fait, oui, vous pouvez, en principe, quand vous avez accès au Drive, vous avez accès à tous les défis. Anaïs, vous demandez si vous pouvez. Oui, bien sûr. Ah oui, tu as déjà répondu. Oui. J'ai mis Je... aussi du coup la diapo par rapport à la quantité de séances. Donc là, c'est pour l'exemple des vers de terre. Voilà, les différentes étapes qui vous sont proposées. Oui, c'est-à-dire que les cases à cocher sur le formulaire, Ange, c'est tout autant pour des raisons statistiques
que pour forcer les gens à faire un défi donné. Mais après, les gens, comme tu le disais, les gens sont libres de télécharger tous les défis s'ils le veulent et de les faire à leur rythme comme ils le veulent. Ok. Oui. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Agado, n'hésitez pas à poser votre question. Je remonte la file. Je crois qu'on avait Y a- plus je trop pense que de. voilà, on a à peu près toutes les questions, mais n'hésitez pas maintenant à poser vos questions en levant la main. Je dirais, comment venez-vous en soutien? Alors, tout simplement, vous pouvez nous écrire un mail et on vous répondra. Tout simplement, si vous avez une difficulté quelconque, n'hésitez pas. Et vu le nombre de déçus de webinaires, je pense qu'on, je ne sais pas si on essaiera de faire un second webinaire, mais voilà. Mais en tout cas, nous sommes, enfin Mathieu notamment et moi, on est très réactifs, on essaye d'être réactifs par mail. Alors, ah oui, la question a été posée plus haut. Est-ce que ça vous convient comme type de soutien ou vous pensez à autre chose? Ah, pour les plus gros projets, Anouk, la programmation, alors pour l'instant, on est en train de voir sur l'appariement donc entre mentor et classe. Et ensuite, après, à vous de voir sur si vous voulez déjà un peu débroussailler sur la problématique que vous aviez en tête ou le projet que vous aviez en tête. Mais là, ça va être un petit peu plus tardif, je pense, Ange, pour les projets plus gros, Mm. la partie s'aventurier. Oui, on va faire un webinaire pour les projets s'aventuriers, pas pour les défis, en octobre, et nous avons déjà la date que nous pouvons vous communiquer. On a mis ça, je ne me rappelle plus, je le regarde, non, on ne l'a pas défini encore. Non, la Non, date mais n'a pas été définie. ça sera Mais courant octobre et on avant les espère vacances de la Toussaint. voilà. Et on espère d'ici là, du coup, pouvoir aussi vous communiquer les appariements classe mentor avec ce qu'on a déjà en cours de proposition. Pour ceux qui ont l'habitude des projets s'aventuriers classiques, l'une des motivations pour passer sous format d'un défi créé par un chercheur à l'attention de plein de classes, c'est la difficulté de trouver un nombre, entre guillemets, suffisant de scientifiques pour les classes. C'est-à-dire qu'il y a une inadéquation de fond entre le nombre de classes désireuses de mener un projet de recherche et le nombre de mentors, ce qui est normal, c'est organique. Et c'est une manière de pouvoir permettre à toutes les classes de mener un projet inspiré par les travaux dans les laboratoires sans mettre en difficulté les collègues, quelle que soit la situation et le manque de ressources, etc. Alors, pour ceux que les aliments ont-ils toujours le même goût? Ah oui, et possible avec les CP. Tout à fait. Parce que c'est plus expérimental, il n'y a pas beaucoup d'expressions mathématiques. Voilà. Pour ceux qui demandent le lien, donc ça c'est le lien d'inscription au défi pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Hop. Et puis je vais vous mettre le lien d'inscription au projet. Voilà, c'est le lien pour les ressources. Non, ça c'est pas le lien, c'est pour l'inscription. Ah, pour l'inscription. Parce qu'en Oui, fait, dans le mail de confirmation, le lien dans les ressources était inclus dans les images à cliquer. oui. Donc voilà, mais on refera un deuxième tour, il n'y a pas de souci.
enverra par mail et puis au passage, je mettrai la vidéo de diffusion pour ceux qui n'avaient pas pu Oui, accéder aujourd'hui à cause de la limitation de nombre. voilà. On pourra la télécharger sur YouTube et comme ça, c'est plus léger et comme ça, vous aurez le lien. Oui, alors malheureusement, c'est possible qu'on n'ait pas forcément de mentor concernant une classe. On essaie de la mesure de possible de le faire. C'est pour ça qu'on a prévu un webinaire en octobre pour vous donner l'information, si jamais. Mais pour l'instant, ça concerne pas. Enfin, dans ce que j'ai vu, il n'y a pas non plus une quantité folle d'inscriptions au défi, donc on est quasiment à une classe par mentor. On va relancer les inscriptions mentor pour voir si on arrive à boucler les derniers projets. Mm. J'essaie de voir s'il y a deux choses. Donc, on garde secret avant le webinaire. Non. Le lien renvoie vers l'année scolaire 2024-2025. Oups, je vais vous l'envoyer, moi, le lien. Ça va être très simple. Hop, voilà. Voilà le bon lien 2025-2026. Voilà, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a, comme il y a des personnes qui quittent, il y a d'autres qui arrivent, parce que la jauge a été dépassée sur Google Meet, l'ensemble du webinaire sera mis en ligne pour vous tous. Donc, pour ceux qui sont avec nous comme pour les autres. N'hésitez pas, je me répète, je suis désolée, si vous avez des questions, à nous adresser un email. On essaiera d'être le plus réactif possible. D'autant qu'on sait que la rentrée, c'est lundi prochain et qu'il va falloir être prêt d'ici là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Non. Moi, j'ai une dernière question pour Stéphane. Est-ce que, comme c'est toi qui a quand même réalisé l'ensemble de ces défis à partir des idées et des contributions des chercheurs, est-ce qu'il y a un écueil qui puisse être, pas écueil au sens difficulté, mais un point de vigilance pour les collègues dans la mise en œuvre dans la classe? Non, enfin, la seule chose à quoi ta question me fait penser, c'est justement sur l'expérience avec les bonbons, là, où comme on fait manger des choses aux élèves, il faut se préoccuper des allergies, des restrictions alimentaires, etc. C'est ce genre de choses que tu penses? Oui, ou même des écueils de mise en place, des vigilances pour les mamie, pour les comptages, pour les maths, enfin peu importe, quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. Non, non, il y en a un qui a été évoqué, c'est les vers de terre, justement. Normalement, c'est une expérience qu'on fait plutôt au printemps, quand les sols sont humides, par un temps un petit un peu couvert. Donc, c'est peut-être le seul défi qu'on propose qui ne soit pas possible de faire dans toute la France, à toutes les saisons. À part ça, non, c'est assurer que tout puisse être fait dans des bonnes conditions. Le seul écueil, c'est le niveau de vos élèves. C'est juste ça. Voilà. Assurez-vous. On a essayé de fournir des niveaux qui soient adaptés, mais en fonction des classes, peut-être que vos élèves auront plus de mal à faire une certaine activité, ou peut-être s'ils sont débrouillards, qui pourront effectuer l'activité d'un niveau supérieur, puisque on n'en a pas vraiment parlé, mais parfois un défi est décliné en plusieurs niveaux. C'est pas uniquement un défi, un niveau, mais des fois on a un défi qui a été décliné en activité pour les collégiens, pour les lycéens, etc. Donc n'hésitez pas en fonction du niveau de votre groupe d'élèves à adapter vous-même le défi. Oui, voilà, du coup, effectivement par rapport à la question qui vient d'apparaître, c'est tout à fait ça. Les défis sont proposés du coup sur un niveau que nous avons identifié comme étant peut-être le plus probant, mais si vous voyez que vous pouvez adapter
en faisant un élément documentaire supplémentaire pour supprimer par exemple certaines informations qui sont données dans la ressource, dans les premières ressources. Vous pouvez du coup voir pour faire un petit peu plus dur et passer sur le cycle d'après, ou avec une classe qui est peut-être un petit peu plus en difficulté par rapport au reste du, des classes du même niveau, bah, vous pouvez faire un défi qui est un petit peu en dessous du niveau proposé. Ça va, c'est vraiment le niveau est vraiment un niveau que nous avons identifié comme étant peut-être le- celui qui est le plus probant pour cette problématique-là, mais on sait très bien que ça peut un petit peu dépasser sur les niveaux qui sont autour. D'autant qu'il s'agit d'un moment spécial, c'est la rentrée, donc vous pouvez vous en servir pour différentes intentions pédagogiques. Est-ce que c'est le défi est une, entre guillemets, une excuse pour faire classe, pour introduire le groupe classe, pour créer une dynamique parmi les élèves? Est-ce que c'est pour renouer avec les apprentissages faits au niveau précédent, pour introduire des apprentissages au programme du niveau que vous avez? Donc, ils sont suffisamment protéiformes pour se prêter à vos intentions pédagogiques. Qu'est-ce que voulez-vous en faire de manière décrochée pour que les élèves renouent avec leur métier d'élève, pour renouer avec des notions, pour faire des sens. Nous, c'est quand même notre objectif, c'est faire des sens. C'est vraiment, il n'y a pas de finalité préconçue dans ces défis. Le Canva, il est dans les défis. Ouais, il est tout à la fin. Je vais aller vous le diffuser. Hop. Donc là, il y a les objectifs du programme. Comme ça, vous avez déjà les différents items. Hop. Et là, vous avez les pistes pour aller plus loin. Voilà. Et puis, vous avez du coup sur la communication des différents résultats. Et hop. Voilà, vous avez donc un ensemble comme ça de différents objectifs qui vous sont donnés. On essaye de vous présenter voilà, l'article scientifique, comment est-ce que ça s'écrit, quels sont un petit peu les attendus. Voilà, donc vous avez un canevas qui apparaît ici, et puis après, c'est à vous aussi de voir comment vous voulez le présenter et ce que vous voulez y ajouter. Est-ce que c'est clair? Ok. Je vois qu'il nous reste à peu près 2 minutes avant la fermeture de- par Google. Donc, bah, pour ceux qui partiraient maintenant, on vous remercie beaucoup pour votre passage sur ce webinaire. Et puis si vous avez encore une dernière question, on est là si besoin. Une mise en commun, c'est pas forcément prévu. Après, si vous arrivez à le faire avec plusieurs classes et que vous voulez ensuite faire une mise en commun au sein d'un établissement, c'est possible aussi. Bah, merci à vous tous et on vous souhaite une bonne rentrée. Est-ce que nous avons déjà des questions sur un défi en particulier? Oui, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email. Ouais. Ok, bah bon défi de préparation de rentrée avant même la rentrée en sciences. Et dernière information, nous vous adresserons des questionnaires à la fin septembre, début octobre, un très bref questionnaire. Et vraiment, on compte énormément sur vous pour répondre. Ça va vraiment maximum vous prendre 5 minutes de votre temps. Pourquoi? Parce qu'on veut améliorer l'année prochaine. Vous voyez un couac de cet ordre, on n'a pas prévu que vous serez aussi nombreux. On est très content à vous connecter. Mais du coup, les contenus, les durées, les intentions pédagogiques, le format, le type de consignes, l'environnement scientifique qu'on donne, n'hésitez pas à répondre pour que l'année prochaine, ce soit encore mieux. Voilà. Et même si vous ne faites pas les projets tout de suite, gardez de côté le formulaire. On Tout accepte à les fait. réponses même après après la fin septembre, début octobre. Tout à fait. Merci à vous tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne rentrée. Merci. Au revoir.
je suis vraiment. On arrête l'enregistrement.